Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on revient sur l'avant-dernière semaine de saison régulière et aujourd'hui, à mes côtés, j'ai Maxence et Ryan. Salut les gars, comment allez-vous? Hola, hola. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Ça va, tranquille. Un week-end victorieux pour vous deux, puisque LSU c'est dépatouillé face à Western Kentucky et Maxence, T-Knight de USF, ont battu mes Cowboys d'Oklahoma State. Ah, On mentionnera peut-être un petit peu le match un peu plus tard, mais en tout cas, semaine victorieuse pour vous deux. ouais, ouais. Ouais, et bien heureusement dans mon cas, parce que sinon j'aurais pu encore une fois partir sur une envolée lyrique, mais non, ça va, on s'est sorti de l'ogre Western Kentucky. Ouais, puis bah moi de mon côté, ouais, ça fait plaisir quand même. Ça finit la saison à domicile par une victoire, en plus un comeback. Et on est à un exploit à BYU la semaine prochaine d'aller en bowl, donc pourquoi pas. En tout cas, c'est bien d'avoir gagné. On a toujours ce petit espoir pour le week-end prochain. Effectivement, mais bon, ça sera pas simple du côté de Provo, Non. c'est clair. Un week-end un petit peu plus light de manière générale, les gars, quand même, en Comme termes d'hab, hein, d'affiches. Alors, comme d'habitude, hein, depuis quelques saisons maintenant, l'avant-dernière semaine, c'est ouais. une grande répétition générale pour beaucoup Mais il y a d'équipes. eu quand même quelques surprises, quelques résultats un petit peu what the fuck, quelques matchs de rivalité. Donc on va faire le débrief de tout ça. Ryan, tu n'es pas souvent parmi nous, donc je te laisse le luxe de choisir le premier match dans lequel on va parler. Bah écoute, honnêtement, j'ai pas spécialement d'avis, étant donné que, comme je vous l'ai dit en off, moi, cette semaine, je me suis vraiment concentré sur ma conférence, sur la SEC. Au-delà de ça, vous le savez, j'ai pas forcément beaucoup de temps, donc ces dernières semaines, j'étais pas forcément présent. Donc honnêtement, j'ai pas spécialement d'idée, tu vois. Je suis ça un petit peu de loin. Je pense que là, une des grosses affiches du week-end, c'était notamment ce USC Oregon, donc je me dis pourquoi pas commencer avec ça. Surtout que pour le coup, le match était quand même assez intéressant, même s'il y a eu pas mal de blessures. Donc, ou en tout cas, il a été intéressant pendant un moment. Donc pourquoi pas commencer avec celui-ci. Ça marche, et ben on va commencer du côté de la Big Ten. Donc on en avait parlé avec Maxence, hein, c'était très clairement un match. Voilà, le perdant était éliminé définitivement de la course au playoff parce que je pense que pour les Ducks, un bilan de 10-2, je pense que ça allait être compliqué quand même face à d'autres bilans, notamment en sec. Donc je pense que c'était vraiment en tout cas les Ducks avaient dans l'obligation de remporter ce match-là. Belle victoire hein, quand même très clairement des Ducks, victoire 42-27. Avec quand même, à part ce premier drive bien maîtrisé du USC, où USC mène 7-0, derrière c'est plutôt Oregon qui a fait la course en tête. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Est-ce que les Ducks continuent, enfin, est-ce que les Ducks vous font peur? Est-ce que pour vous c'est un candidat crédible au titre national? On les avait mis un petit peu de côté après la défaite contre Indiana parce que ils étaient tombés sur plus fort que sur ce moment-là, mais ils ont l'air quand même de monter doucement en puissance. Alors même s'il y a beaucoup de blessés, Ryan, tu l'as mentionné, il y a quand même du talent dans cette équipe, quoi. Et il y a du talent, bien évidemment. Hein. C'est pas à toi que je vais apprendre le talent qu'a Dan Lanning au niveau du recrutement, tu vois. Donc non, bien sûr qu'il y a du talent. Maintenant, on en a parlé pas mal avec Kevin, notamment en off. Et même s'il y a du talent dans cette équipe, il faut pas oublier que c'est une équipe qui est encore très jeune. Que ça soit au niveau des joueurs sur le terrain, mais même au niveau du coaching. Hein. Lanning, c'est quoi? C'est sa 3e saison là de head coaching à Oregon. Ouais, c'est ça. Troisième, ouais, 3e. Donc on a encore. Alors oui, je sais, ça va être facile, mais il est encore un petit peu vert, à mon sens. Il y a encore un petit peu d'erreurs ça et là. Et en fait, quand je vois un petit peu leur prestation, 4e. Regardez, c'est la 4e saison. La 4e saison. Mais au final, ça change pas forcément mon propos, tu vois. Oui, je trouve non, bien sûr. c'est encore un jeune head coach, tu vois. Et même s'il a su s'entourer de très bons coachs autour de lui, ils sont pas encore là. Ils sont pas encore là et je trouve que cette saison en particulier, ça s'est vu parce que forcément, il a moins d'expérience sur le terrain. Tu vois, les premières années, normalement, j'utilise le QB parce que ça reste un poste important, mais voilà, il est passé de Bonix à Dylan Gabriel en termes d'expérience. Tu pouvais pas faire bien mieux que ces deux gars-là.
Là, voilà, il a un Dante Moore qui est très jeune, mais toute l'équipe autour est très jeune et donc ça se ressent, je trouve, sur le terrain énormément. Et du coup, quand tu regardes un peu leur calendrier, dès qu'il y a eu des gros matchs à jouer, ça s'est énormément ressenti. Même sur les matchs où ils ont gagné, là en l'occurrence, je pense à Iowa, où, à mon sens, il y avait bien plus de talent sur le terrain côté Oregon, mais c'est encore trop jeune, ça manque d'expérience et on sait qu'à Iowa, c'est jamais facile à aborder cette rencontre-là. C'est des matchs qui sont durs, qui sont très physiques. Et vraiment, ils s'en sortent vraiment d'un rien. Hein. Je crois que c'est 1 ou 2 points. Contre Indiana, ils se sont fait écraser justement par l'expérience d'un coach comme Signetti. Là, on voit que ils ont quand même au final bien marché sur USC, mais vous commencez à le savoir, USC, je suis loin d'être fan. Riley, plus les années passent, plus le peu de confiance que je pouvais avoir envers lui s'étiole un petit peu. Et je trouve que ça commence vraiment à pas sentir bon. Donc, est-ce qu'il y a une montée en puissance? Oui, je pense. Maintenant, si on commence à parler de play-off, vous le savez, le niveau va tout de suite se resserrer énormément. On n'est plus du tout face aux mêmes équipes. Il faut vraiment sortir ses meilleurs matchs, limiter les erreurs. Là, on l'a dit, il y a eu quelques blessures qui sont importantes. Donc, est-ce que ces gars-là seront capables de revenir pour les playoffs? Est-ce qu'ils seront capables surtout d'être à 100%? Je sais pas, ça commence à faire beaucoup, tu vois, je trouve. Et donc, non, je suis pas forcément rassuré. Est-ce qu'ils méritent d'y aller? Quand tu vois le produit sur le terrain, je dirais que oui. Maintenant, est-ce que je les vois faire un run? Je sais pas. On va voir le match-up aussi. Alors déjà, il faudra battre Washington quand même, parce que je pense qu'à 10-2, c'est vraiment pas fait pour les Ducks, qu'on soit très clair. Il faudra battre Washington en dernière semaine. Surtout c'est vrai que même Washington, Baptiste, tu vois, je sais pas si on en parlera après, mais ils sont un petit peu dans la même situation. Il y a eu un gros turnover d'effectifs et ils sont capables un petit peu du meilleur comme du pire, Washington. Et pareil, dès que tu leur as mis quelque chose en face, ça s'est un peu fait caca dessus à Washington. Donc vraiment, ça va être un match. Tu vois, pour le coup, je pense que sur la dernière week, ça peut être un match très intéressant, justement pour étudier vraiment où en sont les deux programmes, tu vois. Ah, mais je suis d'accord. Et puis de toute façon, si tu perds contre Washington, même si Washington est une bonne équipe, on va dire grosso modo, ça me dérangerait pas de ne pas voir les Ducks en playoff, quoi, d'une certaine façon. Donc, oui, surtout que manifestement, c'est le top 10 qui va aller en playoff, puisque le 11 et le 12 risquent d'être la place du con. Donc c'est vrai que ça va être un match important du côté de Washington la semaine prochaine. Et qu'Oregon, je sais pas l'état d'Akorian Moore. Oui. S'il va revenir ou pas. C'est un peu l'incertitude. Déjà qu'ils avaient Evan Stewart qui était out pour la saison, et Dakarian Moore qui n'a pas joué encore sur ce match-là. Ça participe aussi parce que c'était une des meilleures attaques. C'est une des meilleures attaques dans les airs cette saison, Oregon. Donc il faudrait aussi que ça revienne. Les blessures ne vont pas aider. Mais je trouve qu'ils ont quand même, par contre, côté défensif, ils ont quand même une belle défense sur lequel s'appuyer. Et puis, pour une année de transition un peu, parce que effectif rajeuni, ils sont quand même à une place quand même là où on les attendait globalement Oregon. Donc Maxence, t'as dit. Je me dis qu'ils vont aller en playoff. Après, comme Ryan, je les vois peut-être gagner un match, mais peut-être pas forcément plus. Tu vois, ça dépendra de la match-up. Ça dépend du match-up, ça dépend de plein de choses. Maxence, tu disais risque de se retrouver à la place du con. Pourquoi top 10, à ton avis, ils prendront que les 10 premiers? Parce que tu vois que le champion de l'ACC va être plus loin, tu penses que le champion de l'American, est-ce que le champion de l'American, parce que la meilleure équipe de l'American, c'est Miami, mais ils sont pas en position d'aller en finale actuellement. Donc peut-être qu'on a un vainqueur de l'American qui est même pas classé à l'heure où l'on parle, et le vainqueur G5, il est actuellement c'est Tulane. Il y avait pas, ouais, c'est ça que j'allais te dire, il n'y a pas Tulane. Ouais, qui est 24, mais dans tous les cas, je veux dire, 11 et 12. Ils sont jamais top 12, quoi. Voilà, donc Oregon, ils sont 7e, ils sont juste au-dessus de la ligne de flottaison. Donc ce match à Washington, s'ils le perdent, effectivement, je sais pas ils seront repêchés. Mais bon, on va voir. Un petit mot sur USC qui déçoit encore une fois, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même terrible, tous ces matchs. Tu n'as jamais été en position de gagner ce match, en fait. Et c'est depuis 2022 que USC n'a pas réussi à battre une équipe du top 25 à l'extérieur. Donc ça commence à faire quand même beaucoup.
enfin, j'entends que parfois, effectivement, il y a des équipes vraiment talentueuses qu'ils ont rencontrées, c'est compliqué. Mais au bout d'un moment, la pièce, elle retombe jamais du bon côté. Est-ce qu'on commence à se poser la question Lincoln Riley? Alors, On ma s'est question, posé Ryan, hier je sais, en live. tout à fait. Et puis Ryan, je connais ta réponse à cette question-là, mais on n'a quand même pas l'impression que USC arrive à passer ce cap-là. On a l'impression qu'il végète 8-4, 9-3, mais qu'il n'y a pas l'étincelle pour passer le cap des 10 victoires et pour, voilà, pour être là où ils aimeraient être, quoi. Je vais essayer de mettre mon pessimisme vis-à-vis de Riley de côté en me disant que pour moi, ce serait trop tôt. Même si on a un shift, tu vois, dans le college football et que ça a vraiment changé par rapport aux belles années, hein, Baptiste, les années où on regardait en 1912. Non, mais blague à part, tu vois, déjà avant, on demandait énormément de continuité et de temps aux coachs pour vraiment build leur programme, pour avoir vraiment leur classe de recrues et tout. Tu me connais, pour moi, Riley, il n'est pas dans le top tiers des coachs, mais il en est pas loin. Et je trouve que le fit avec USC se fait plutôt pas mal, tu vois. Et, on sait que les premières années, il a été retenu par Grinch qui lui mettait des défenses vraiment catastrophiques où USC pouvait empiler des 40-50 points et ne pas gagner les matchs. Cette année, voilà, tu as eu un changement de QB. Il y a le petit Miller Moss là, qui était pas mal, qui est parti. C'est pareil, tu as tout un turnover. Et puis, on l'a dit, le college football a changé, même en termes de recrutement, de NIL. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a peut-être un temps, tu vois, d'acclimatation aussi pour Riley, pour se remettre un petit peu dedans. Même si je suis pas le plus gros fan de Riley, pour moi, je pense que ce serait une erreur de se séparer de Riley maintenant pour USC. Ouais. C'est un programme qui quand même a beaucoup perdu de sa superbe. Nous, forcément, on a peut-être des mentalités un petit peu de vieux cons. Donc tu vois, USC, ça reste USC, mais malheureusement, on sait que dans le football actuel, ça change extrêmement vite. Il suffit de voir, Vandy en est la plus belle preuve, par exemple. Je pense que dégager Riley maintenant, ou allez, soyons fous, je vais donner une fourchette je lui donnerai 1 à 3 ans. Tu vois, Lincoln Riley encore pour faire ce truc-là pour moi. Pull de trigger, comme disent les carrés, tirer le levier en fait et faire dégager Riley maintenant, comme je dis, dans cette fourchette de 1 à 3 ans, pour moi, ce serait une erreur. J'aimerais bien voir un petit peu de continuité et voir s'il est capable en fait de tourner ça à son avantage, parce qu'en vrai, il y a de quoi faire, putain, à USC. Même dans le football actuel, il y a encore de quoi faire et il est pas loin. Il est vraiment à un QB et un skill player de pouvoir, je pense, vraiment tourner ça à son avantage. Donc à voir. Mais je pense que ce serait trop tôt de dégager Riley maintenant. Surtout que la saison est pas horrible, je trouve. USC fait mieux que ce qu'on attendait d'eux. Ils n'étaient pas classés, il me semble, au début de saison. Là, ils sont au top 25, ils ont 3 défaites, mais c'est 3 défaites chez des adversaires classés. Donc je trouve que la saison est pas horrible et que tu as de l'espoir de construire un vrai truc en 2026. Et c'est pour ça que ce serait dommage de changer de coach. Donc je te rejoins aussi. Ouais. Sachant qu'ils ont la première classe de recrutement à l'heure actuelle, alors ça peut évoluer d'ici la fin, mais en tout cas, voilà, les voyants sont quand même au vert. Mais tu vois, ce qui est toujours chiant, c'est que, en fait, tu n'arrives pas à gagner ces matchs-là, tu vois. Ils auraient tapé soit Notre-Dame, soit Oregon. J'aurais dit, OK, là, c'est un autre USC, machin truc. Mais en fait, non, c'est toujours la même chose. Et tu as l'impression que les saisons se suivent et se ressemblent. Alors, ça reste des saisons de haut niveau, mais il leur manque toujours cette petite truc-là pour passer un cap supplémentaire. Et voilà. C'est souvent ce qu'il y a de plus dur à trouver. Hein. Ouais, c'est clair. Rappelle-toi l'année où je venais de revenir l'année où je venais d'arriver justement dans le podcast où on avait ce débat-là avec Kirby Smart, par exemple. Et où justement ce débat-là, on l'avait eu et que je vous disais, pour moi, tant que Kirby n'ira pas au bout, il pourra pas être considéré comme un très grand machin. Et c'était déjà ce problème-là. On avait déjà des classes de recrutement de fou. On avait déjà des grosses saisons de Georgia. Mais en fait, à chaque fois, dans les moments qui comptaient, il n'arrivait pas à passer ce cap et jusqu'au moment où ça a cliqué. Et en fait, quand ça a cliqué, le mec a failli faire un three-peat, tu vois. Donc, faut voir. Pour moi, vraiment, ça serait la fausse bonne idée de se débarrasser de Lincoln Riley maintenant. Ok. Est-ce qu'on a fait Mayava, c'est quoi? C'est un junior, non, il sera encore là l'année prochaine. Donc franchement, garde Riley, essaye de construire sur ce que tu as fait cette saison avec une très belle attaque. Et
Après, le réalignement aide pas non plus parce que maintenant t'es dans une Big Ten, c'est plus la Pac-12 où t'avais que 2 équipes au-dessus de toi. T'en as beaucoup plus maintenant avec la Big Ten parce que t'as réuni le meilleur de la Pac-12 avec la Big Ten. Donc peut-être aussi les ambitions en conférence sont pas forcément les mêmes parce que maintenant t'es dans une super conférence aussi. Ouais. C'est sûr. Je vous propose de passer à l'ancien programme de Lincoln Riley, c'est-à-dire Oklahoma, si c'est bon pour vous. Oklahoma qui accueillait Missouri dans un match qui sentait un peu quand même l'upset alert parce que voilà, il y avait une belle victoire du côté d'Alabama pour les Sooners. Il y avait Mizzou qui revenait avec Beau Pribula titulaire. Et finalement, on a eu du Oklahoma dans le texte, c'est-à-dire une défense élite et une attaque un peu plus en difficulté, mais un gros touchdown de Isaiah Sategna, pour débloquer un peu la situation. Mais on va dire, moi je me fais un peu du souci pour Oklahoma, pas contre tes Tigers la semaine prochaine parce que je pense qu'ils ont tout à fait les armes pour s'imposer, mais c'est en playoff plutôt où j'aurais avec cette attaque quand même qui souffle le chaud et le froid, et notamment au sol où c'est compliqué, j'ai du mal à voir les Sooners comme un candidat pour jouer le titre jusqu'au bout, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a deux choses à retirer de ce match. Déjà, c'est des regrets pour Mizzou parce qu'ils étaient pas loin en fait de pouvoir tout simplement aller gagner. Ça s'est joué à quelques actions qui malheureusement tombent pas dans leur sens. Mais Oklahoma continue de se construire de fort belle manière, et tu l'as dit, avec une défense qui ressemble de plus en plus à l'identité de Brent Venables. C'est extrêmement physique, c'est capable de créer des turnovers, c'est clutch. Et donc je pense que là pour le coup tu as une défense qui peut te permettre de faire un petit run justement en playoff, mais comme tu l'as dit en fait, tu sais jamais sur quel pied danser avec cette offense, et finalement c'est un peu le meilleur représentant, c'est un peu Mathir, quoi. C'est que tu as une semaine où il peut être excellent, et donc même le jeu au sol se repose un petit peu sur lui et sa capacité d'improvisation. Et puis quand il est pas dedans, il est vraiment pas dedans, et quand il est pas dedans, le problème c'est que l'offense d'Oklahoma ne score pas, et tu deviens extrêmement dépendant de ta défense, et même ta défense qui est capable de faire plusieurs turnovers dans un match, ça permet pas forcément de te rapporter des points. Donc à voir effectivement pour les playoffs. C'est pas dit qu'ils aillent loin du tout, et j'ai les mêmes réserves que toi. Mais c'est bien pour Oklahoma. Je pensais pas que qu'ils seraient capables de montrer le visage qu'ils montrent aujourd'hui la saison dernière. Tu vois, j'avais beaucoup de réserves. Je commençais même à m'inquiéter un petit peu vis-à-vis de la défense, parce que justement je retrouvais pas cette identité Brent Venables, tu vois. Donc non, faut continuer à travailler. Tu l'as dit, la semaine prochaine, je m'inquiète pas forcément pour eux. Ça va encore être un duel de défense, et vu la gueule des attaques, si vous aimez pas les défenses, je vous invite pas forcément à cliquer sur le LSU Oklahoma la semaine prochaine, mais moi personnellement, je pense que je vais kiffer. Je pense que je vais être devant le match et que je vais bien kiffer. Maintenant, comme je le disais, le premier point, c'est Mizzou. Mizzou, c'est... Tu vois, on parlait de juste avant avec USC, du fait de pouvoir en fait gagner les matchs importants. En fait, Missouri, dans une moindre mesure, c'est un peu le même cas. L'arrivée de Drinkwitz, ça fait beaucoup de bien au programme, au point de vue recrutement, au point de vue médiatisation. Faut pas oublier ce qu'était Missouri il y a quelques années, où vraiment c'était le ventre mou, voire le bas de la SEC, et vraiment ça enthousiasmait personne. Aujourd'hui, il y a certains match-ups où tu cliques parce que tu te dis putain, Missouri, ça peut être un bon match, mais il manque encore ce petit truc. Tu vois, la place, et encore une fois, je reprends mon exemple de Vanderbilt. La fenêtre de tir de Vanderbilt, ils ont su l'attraper, tu vois. Là, d'un coup, Vanderbilt, on est en train de se dire pourquoi pas avoir Vanderbilt les prochaines années, jouer les premiers rôles en SEC. Pour moi, c'est la fenêtre de tir qu'avait Mizzou, allez, je dirais l'an dernier ou l'année d'avant, tu vois, où justement on se disait et pourquoi pas. Et en fait, là, tu es en train de voir que le soufflet est en train de retomber. Il commençait à y avoir des rumeurs sur le fait que Eli Drinkwitz pourrait changer de programme. Et ça, je pense que ça leur ferait énormément de mal, pour le coup. Mais en même temps, avec Drinkwitz aux manettes, ils n'y arrivent pas forcément non plus. Donc, le match d'hier, ça reste révélateur. Pour moi, le match d'hier, il aurait fallu faire un gros match, et tu vois que
Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et comme je dis, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'il y avait les opportunités mais il y avait des petites erreurs par-ci, par-là. Petite erreur de concentration sur un catch de Coleman qui aurait pu être un TD et les remettre à moins d'une possession et qui drop. Alors oui, la balle n'est pas extraordinaire, mais elle est largement jouable. Et ce genre de petite erreur-là, moi, m'inquiète plus que de passer complètement à côté de son match, tu vois. Donc à voir pour la suite. Mais Mizou, j'ai pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé la prestation hier. Maxence, qu'est-ce que t'as pensé toi de ce Alors j'ai match? pas vu le match et j'ai pas vu le replay, donc je vais pas faire comme si j'avais vu, mais le score final m'a pas trop surpris. Missouri cette saison, les 4 défaites, elles sont contre les 4 adversaires classés qu'elles ont affrontés en sec. Quand ils ont affronté les autres, ils leur ont roulé dessus avec un Ahmad Hardy très productif, et à chaque fois que Mizzou voit son jeu de course stopper, ça a été beaucoup plus compliqué pour eux. Il a été le cas hier, hein. Ça a encore été le cas hier. Ouais, donc Mizzou, effectivement, tu vois forcément vu le match, Maxence, il se fait vraiment bien bouger. Ouais, c'est-à-dire que je vois les stats. Voilà. Ouais, non, mais tu vois, les stats, tu peux leur faire dire un peu ce que tu veux. Moi, je te dis, même dans les contacts et tout, et c'est pour ça que je parlais de l'identité Brent Venables, c'est un peu ce qu'on voyait à Clemson. C'est-à-dire que même les jeux où les joueurs font des erreurs, et il y en a eu, hein, bah en fait, ils la font à 100% et ils viennent te casser la gueule. Ils viennent te casser la gueule, vraiment. Tu vois, il y a un joueur à un moment qui se fait expulser, je crois, pour targeting sur le match. C'est pas le plus violent qu'on ait vu cette saison. C'est vraiment une application toute bête de la règle. Mais tu vois que le joueur est pas forcément déçu de sortir. Il se fait pas réprimander par son coaching staff. Et tu te dis, bah, en fait, tout simplement parce que c'est l'identité qu'on leur a inculquée à l'entraînement. C'est la mentalité de rentrer dedans. Et ça s'est vu. Hier, ça s'est ressenti, tu vois. Ouais, non, mais clairement, Oklahoma, les quelques matchs que j'ai pu regarder, c'était contre Michigan notamment, où tu vois que physiquement, les mecs, ils te font pas respirer durant tout le match, et cette défense est très solide. L'attaque, on pourra toujours se demander qu'est-ce qu'aurait pu être la saison d'Oklahoma sans la blessure de John Matir, parce qu'il y a quand même, au niveau de cette attaque, avant et après sa blessure. Mais voilà, je pense qu'Oklahoma peut se ramener à bâton rouge en confiance. Il faudra gagner pour être assuré d'aller en play-off. Après, en play-off, ça va être une équipe chiante à affronter, mais c'est pas insurmontable, je pense. C'est même pas, mais c'est à prendre en compte, c'est même pas à bâton rouge, hein, il me semble, parce que c'était le dernier match à domicile, là, il me semble, sur le. Ah oui, c'est à Oklahoma. Ouais, il me semble. Ouais, c'est ça, Oklahoma, pardon. Ouais, parce que comme Oklahoma jouait le match contre Mizzou, je sais pas, dans ma tête, c'était du coup déplacement. Ok, donc ce sera Oklahoma, ouais, donc d'autant plus, du coup, tu les reçois. Mais ça va être une équipe chiante parce qu'ils ont une défense qui est chiante à manœuvrer, quoi. C'est le genre d'équipe qui peut t'emmener très loin dans un match à moins de 20 points, tu vois. Mais après, moi, j'ai quand même un problème avec les attaques qui sont quand même. Enfin, tu vois, là, c'était un big play d'un néant presque absolu en attaque au U sur ce match-là. Donc voilà, je suis. Ils m'ont pas assez montré en attaque une espèce de constance pour que je sois vraiment emballé, parce que je trouve que là, du coup, l'équipe non, mais est pas assez complète. L'équipe n'emballe pas non plus, à part la performance défensive. Toute proportion gardée, parce qu'ils viennent quand même de taper Tennessee, Bama, puis. Mais Bama, puis il les tape parce qu'il provoque 3 turnovers et ils produisent là-dessus. Ouais, on est d'accord, mais tu vois, ça se provoque aussi, quoi. Tu vois, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais oui, après, je suis d'accord, c'était pas une performance ultra dominante de A à Z. Offensivement, c'était pas performant. C'était défensivement que voilà, ils provoquent le turnover et ils en profitent. Mais voilà, après c'est l'identité de l'équipe, et quand tu as une forte identité dans un secteur, il faut y aller jusqu'au bout, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres matchs de la SEC dont vous avez envie de parler, parce que c'était un week-end un peu plus léger, on va dire. Rapidement, Vanderbilt. Ouais, vas-y. Vanderbilt avec Diego Pavia qui tape le record de Vanderbilt à la passe, 384 yards, 5 TD, plus un petit TD à la course. Très gros match pour le dernier match de Diego Pavia à domicile, hein, puisque s'ils vont en playoff, je pense pas qu'ils recevront le match. Ça, grosse perf qui, tu vois, Kentucky, c'est pas une très grosse équipe de la SEC, ils les ont vraiment réglés comme attendu, et je pense que ça, c'est bon pour la confiance avant de se déplacer à Tennessee la semaine prochaine. Et franchement, offensivement, ça allait chercher des big plays, gros match de Trey Richardson.
avec 3 touchdowns. T'avais dit 384 484. Ah ouais, parce que c'est oui. bien ce qui me semblait quand j'avais passé 484, record de la fac. Ils sont même permis de le sortir avant la fin du match pour qu'il ait une ovation méritée. Et surtout avec un pourcentage de complétion qui est fou quand tu vois le nombre de deep balls qu'il a envoyé. Hein. Le milieu de match, il est sur 20 passes de suite, un truc comme ça, complété à la suite. Enfin, il était vraiment dans... Voilà, c'est le dernier match de sa carrière à Vanderbilt et il a rendu... 85% de passes complétées. Hein. Sur quasiment 500 yards envoyés, je vous laisse faire le calcul. Hein, ça. Et puis ça a artillé. Hein. J'avais un œil sur le match, il y a eu quand même pas mal de deep balls. Hein. Avec Trey Richardson notamment, qui l'a trouvé plusieurs fois, Junior Cheryl aussi. Et la seule interception, c'est une balle typée, je crois, en plus. Donc, gros match de la part de Vanderbilt et en défense aussi. Qui compte pas en plus. Si. Il y a un flag, mais le flag n'a pas annulé l'interception. Ok, d'accord. Mais voilà, Vanderbilt, tu pouvais dire attention, après la défaite contre Texas, ça va pas se démobiliser, ils sont pas démobilisés. Et ce qui est beau, c'est qu'ils ont toujours ce coup à jouer pour rentrer dans les 10. Enfin, dans le top 10, avec ce déplacement à Tennessee, qui sera un des moments forts du week-end. Ah, surtout avec le duel à distance entre... ça va artiller. Aguilar et Pavia, là. C'est clair. Attends, ça va être 2 salles, 2 ambiances avec le LSU Oklahoma. Hein. Ouais, vraiment. Je pense honnêtement que si vous êtes pas chaud du tout pour regarder le match d'LSU, je pense que du coup vous devriez être plutôt chaud pour regarder ce match-là. Allez plutôt dans le Tennessee. Ah oui, putain, parce que en plus, c'est vrai que c'est un duel Ah ouais, putain. C'est Nashville, c'est match rivalité. Tennessee. Non, vraiment, le match, il va être sympa. Non, mais je suis content pour Vanderbilt. Par contre, je suis impatient de voir la saison prochaine, tu vois, avec la perte justement de Pavia, parce qu'il porte un petit peu l'âme. Ouais, il porte un petit peu le renouveau du programme. Il y a des rumeurs là, il y a des rumeurs du quarterback 5 étoiles qui a commit à Georgia, qui voudrait qu'il flippe pour aller à Vanderbilt. Jared Curtis, je crois, son nom. Donc à voir si effectivement, comme tu dis, est-ce que Vanderbilt va réussir à concrétiser derrière Diego Pavia. C'est clair. Du coup, les gars, vous êtes de quel côté, vous ? Est-ce que vous êtes de la team Diego Football for Iceman ou pas ? Diego Football for New York. Emmenez-le à New York. Après, je pense pas qu'il mérite le Iceman. Mais je sais pas, en fait. On parle d'un Vanderbilt qui Ah oui, il y a Mendoza à Indiana, t'as Jeremy Love à Notre-Dame. Déjà, ouais, mais c'est pas pareil. Envoie-le à New York. Déjà, il faut que ce soit dans les finalistes. Ça c'est pas négociable. Et après, mon cœur balance. Parce qu'en vrai, oui, je suis quand même team Diego Pavia Iceman, mais d'autres gars méritent aussi. C'est ouvert cette année, de toute façon. Mais déjà, envoyez-le à New York, là. Top 3 pour moi avec Seyin et Mendoza. J'attends de voir la dernière semaine parce qu'il reste quand même une dernière semaine de compétition quand même. Il y a Jeremy Love aussi qui toque. Mais voilà, à voir. Tout n'a pas encore été joué, donc voilà, chaque chose en son temps. Ce qu'on disait en live hier, il y a pas de gars qui archi dominent. Il y a beaucoup de gars qui ont des beaux dossiers. On est peut-être sur une des courses au Iceman les plus serrées. Avec pas mal de candidats en fait. Tu vois, il y a je dirais 4-5 candidats où tu peux avoir un argumentaire entendable, quoi, j'ai envie de dire, sur et Pavia en fait partie. Ça, Pavia en fait partie. Putain. Tout à fait. C'est quand même dingo de se dire ça, mais tant mieux. Non, après, je rejoins Ryan dans le sens où putain, le mec fait ça à Vanderbilt, ça en rajoute un peu plus dans le dossier, quoi, c'est clair. On est d'accord. Ryan, est-ce que tu as d'autres matchs de la SEC dont tu as envie de parler ? Je suis tout j'ai regardé Texas d'un œil. On peut parler un peu de Texas, ouais. C'était cool. Je vais faire très très rapide. C'était cool. On retrouve un petit peu l'offense excitante de Sarkisian. Manning qui s'est amusé. Il a lancé un TD. Il en a reçu un. Je crois qu'il en met un à la course. Premier joueur de l'histoire de Texas à faire ça, je crois. Ouais, mais honnêtement, c'était cool. C'était cool, mais il n'y avait pas trop de suspense malgré le fait que ce soit un match de rivalité contre Arkansas.
Arkansas, c'est beaucoup trop faible et il y a trop de talent côté Texas. Maintenant, comme je dis, c'est cool. Ça a permis de retrouver un petit peu l'offense, de remettre un petit peu de confiance à Texas. Maintenant, je vous dis, c'est oubliable. Honnêtement, le match est oubliable. Et du coup, en second match oubliable, je parlerai de ma paroisse, donc LSU qui recevait donc Western Kentucky. Dans un match qui là aussi été oubliable, il s'est vraiment pas passé grand chose. On voit que LSU patine encore beaucoup, malgré le changement de coach qui essaye de remettre un petit peu une identité marquée. LSU sur le devant de la scène, les dommages qu'a fait Brian Kelly sont encore bien présents. On a encore eu toutes les peines du monde à courir. Ce qui est assez triste quand on voit que Toledo a couru pour, je crois, quasiment 400 yards sur cette défense de Western Kentucky cette saison. Nous, je sais même pas si on est capable de dépasser les 100 yards face à eux, et si on l'a fait, c'est en grande partie grâce à Michael Van Buren, qui est un quarterback double menace et qui s'est échappé sur certains jeux de passe. C'est vraiment pas terrible. On a mis beaucoup de temps à marquer. Quand on l'a fait, on le fait surtout sur des différences individuelles en termes de talent, grâce à Treydes Green qui est un alien, tout simplement. Et ça, même si on a fait quelques turnovers en défense. Donc non, c'est toujours très très compliqué. Et donc on en parlait un petit peu en off avec Maxence qui disait finalement le score est assez serré, mais ça reste un score en trompe-l'œil. Puisque Western Kentucky marque dans le 4e quart-temps sur un fumble retourné en TD. D'ailleurs, fumble qui survient littéralement la seconde après qu'on ait vu le fils de Brian Kelly. La scène est énorme. La scène est vraiment. Alors, énorme pour vous. Vas-y, Baptiste. On dirait un épisode de The Office presque, tu vois, avec le. C'est clair. Non, mais. C'était marrant pour les autres, mais alors vraiment, mais une scène, c'est les guignols. Vraiment, c'est les guignols. On voit le fils de Brian Kelly rentrer donc pour un petit peu la cérémonie du Senior Day. Il fait tout un pataquès. Le mec, il soulève son maillot. Il y a écrit BK sur son maillot d'en dessous. L'autre, il dit Free My Boy. Donc, en gros, libérer mon gars, Brian Kelly, alors que l'autre, il vient de se barrer avec un chèque de 70 millions de dollars. Il dit My Boy pour son daron, quoi. pour son daron qui a ruiné le programme ces dernières années, qui réalise l'exploit d'avoir en 4 ans la pire special team de l'histoire d'LSU, la pire défense de l'histoire d'LSU et l'une des pires offenses de l'histoire d'LSU. Enfin bref, t'as l'autre qui est là, qui en gros plan gueule Free My Boy, et littéralement sur l'action qui suit, c'est fumble retourné en TD, donc non, il y a encore du travail et on n'est pas sorti de l'auberge, mais ouais, non, il s'est pas passé grand chose sur le match, quoi. Et après, j'ai pas vu d'autres matchs sur le week-end. Ça marche. Très bien. De toute façon, voilà, on savait que c'était un week-end un peu plus light avant le festival de la semaine prochaine. Oui, parce qu'il y a eu des matchs en sec, les habituels FCS Games. Mais il y aura un beau feu d'artifice en sec et avec une finale de conférence qui n'est pas encore décidée. Non, il y a vous allez voir, il y a un programme la semaine prochaine qui va être assez dantesque et c'est pour ça qu'on se voit pour le 1-2-6 et vendredi de 17 à 18 et samedi de 17 à 18 puisque c'est la semaine de Thanksgiving aux États-Unis. Donc, vous aurez des matchs à horaire raisonnable et le vendredi et le samedi soir et que si vous êtes fan de college basketball, il y a des matchs de college basketball aussi à horaire raisonnable à partir de lundi. Donc voilà, donc c'est une bonne semaine pour nous amateurs de sport universitaire en Europe, puisque voilà, on peut regarder ça tranquillement. Et d'ailleurs, Baptiste, il faudrait vérifier, mais il me semble que DAZN a aussi les droits pour le collège basketball gratuitement aussi. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ils ont des matchs féminins et masculins. Ouais, ils ont grosso modo, ils ont les droits sur les matchs de la Big Ten, de la Big East. Donc ça, c'est plutôt cool pour si on peut parler un peu college basketball. C'est-à-dire si vous êtes fan de UConn par exemple ou ce genre de programme, ils sont souvent dispo. Par exemple, il y a eu le Arizona UConn là, cette semaine qui était assez important, qui a été dispo. Enfin bref, mais bon, regardez sur DAZN, le programme est là-bas et donc il y a vraiment de quoi faire. C'était Midnight at the Campus qui faisait le. Ouais, tout à fait. Midnight at the Campus qui faisait ça très bien. Donc on les embrasse s'ils nous écoutent. Je sais que Julien traîne toujours un peu sur Twitter, bien évidemment.
Qu'est-ce on passe en Vite fait de ACC? Notre-Dame. On parle Allez, vite fait de vas-y. Notre-Dame, qui a quand même collé un score de 70-7 avec un 35-0 dans le premier quart-temps. Et les 3 premiers TD ont été marqués sans avoir joué un seul snap en attaque, avec 3 pick six de suite. Un gros match de Jeremy Love, donc 8 portées, 171 yards, 3 TD. Voilà, des stats de jeux vidéo pour Notre-Dame qui a roulé sur une équipe de Syracuse qui fait vraiment pas une bonne saison. Le coach Fran Brown a dit que c'était vraiment le genre de défaite qui t'apprend l'humilité, tout simplement, et un Notre-Dame qui, comme tu le disais hier soir pendant le live, mine de rien, est de plus en plus impressionnant semaine après semaine, et autant offensivement que défensivement, parce que c'était vraiment défensivement en début de saison qu'on disait que c'était un peu compliqué et autres, mais là maintenant, maintenant on a hâte. Moi j'ai hâte de voir Notre-Dame en playoff contre une adversité de playoff, quoi, tu vois, parce que je pense que c'est une équipe qui peut être très très cool à regarder. Voilà, c'était rapidement le petit mot sur une équipe de Notre-Dame qui a quasiment assuré sa place en playoff. Bah, faudra battre Stanford, Faudra mais battre bon, Stanford. mais je pense que ça va le faire et voilà, on sait, hein, année après année, on vous répète, les défaites de septembre, on les oublie vite, hein, et c'est très clairement le cas, voire doute pour le coup pour Notre-Dame. Et ce qui compte, c'est la dynamique actuelle et voilà, elle La est belle du dynamique, côté. parce Elle que est là, belle, hein. ils leur ont mis un score. Tu croirais que si tu m'enlèves Syracuse, tu me dis que c'est une équipe de FCS, je te crois, quoi. Hein. Alors, l'Orange, compliqué, hein, cette saison. Blessure du quarterback titulaire Steve Angeli, mais c'est vrai que c'est une saison à oublier du côté de Syracuse, qui montait en puissance ces dernières années avec Fran Brown en tant qu'entraîneur principal. Mais voilà, ça revient dans Un ses coup travers, donc d'arrêt à cette suivre, année, ça arrive. à suivre, à suivre. Ouais, mais tu Ryan, vois, t'as quelque chose à rajouter sur ce. Vas-y, vas-y. juste j'allais dire que je trouve, je suis toujours convaincu, hein, moi, par Fran Brown. Je trouve que sa Oui, réponse est très intelligente d'ailleurs, parce qu'on le sait, hein, ce genre de défaite, ça laisse des séquelles aussi bien physiques que même morales pour la suite de ton programme. Il y a encore des jeunes joueurs qui vont être là les prochaines années. Et du coup, je trouve ça très intelligent et je le crois complètement quand il dit que ce genre de défaite-là, c'est très riche en termes merde, d'humilité. ouais, d'humilité et d'apprentissage, de ce que tu peux Sage. en retirer si tu le prends de la bonne façon. Tu vois, il y a beaucoup de coachs et de coachs modernes, hein, qui vont se dire, bah écoute, on a pris une branlée, la branlée était tellement sévère que vas-y, on prend tout ça, on l'oublie, on l'efface, on le jette, tu vois, on le met de côté. Et justement, avoir un coach qui se pose et qui se dit, bah non, au contraire, c'est sur cette défaite-là où on a pris une branlée tellement monumentale qu'il y a des choses à apprendre, tu vois. Et donc, je le crois complètement et donc, je suis content. Encore une fois, c'est quelque chose qui me conforte dans l'idée de me dire que Syracuse est sur des bonnes bases, je pense, Oui, voilà, puis avec c'est une Brown. année, t'as pas eu de chance au niveau des blessures et autres. Bon, c'est l'année sans, il faudra rebondir l'année prochaine. Très bien. On reste en ACC, Maxence, avec peut-être le résultat, l'un des résultats les plus importants du week-end. C'était les Yellow Jackets de Georgia Tech qui accueillaient les Panthers de Pitt. Et voilà, c'est la catastrophe pour Georgia Tech qui perd à domicile. Ils prenaient quoi, 21-0, je crois, par Pitt, Ouais, rapidos. ouais, ça avait très mal démarré. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Georgia Tech qui avait l'horizon un peu dégagé pour les playoffs et en fait là, terminado quasiment, quoi. Pat Narduzzi avait prévenu, ils s'en foutaient de prendre 100 points contre Notre-Dame la semaine dernière. C'était pas un match de conférence. Et bah clairement, ils sont arrivés, ils sont arrivés avec des intentions. 21-0 très rapidement. Hein, ils ont vraiment répondu présent sur l'attaque de Georgia Tech. On sait que c'est une attaque qui tourne beaucoup autour de la capacité de Haynes King à lancer et à courir. Et ils ont vraiment réussi à stopper d'entrée de jeu l'attaque de Georgia Tech, forcer un turnover en downs, forcer avec puis une interception également. Eux, ils marquent sur leur drive très rapidement à chaque fois, en moins de 2 minutes. Et donc très rapidement, tu te retrouves sur un 21-0 et à forcer Georgia Tech à jouer plus vite, à faire lancer plus Haynes King qui a lancé 41 fois hier soir. Et Georgia Tech aurait pu revenir dans le match.
mais a raté des opportunités de revenir à une possession plusieurs fois dans le match, notamment dans le troisième quart-temps. Et puis Pitt a géré derrière sur sa belle avancée. C'est dommage le début de partie où tu te prends le 21-0 pour Georgia Tech et Pitt, on le disait, c'est une des meilleures attaques aériennes du pays. Ils sont beaucoup passés par les airs. Mason Heinchel a fait un très bon match, 20 sur 27, 226 yards, 2 TD, 0 interception. Et en plus de ça, ils ont eu un jeu à la course qui a très bien fonctionné aussi. Et tout simplement, voilà, Pitt réalise un upset, mais a vraiment été la meilleure équipe du début à la fin du match. Le grand perdant dans cette histoire, c'est la conférence dans sa globalité, hein, parce que je vois pas un scénario où on a plus d'une équipe de l'ACC qui se qualifie. Non, parce qu'en fait, pour faire un peu un état des lieux, Pitt, ils ont perdu contre West Virginia, qui est quand même l'une des pires équipes quand même du Power Force cette année. SMU qui peut jouer la finale de conf et qui risque de la jouer, puisque s'ils battent Cal la semaine prochaine, ils sont en finale de conf. Ils ont perdu contre de TCU et Baylor. Donc honnêtement, les planètes s'alignent absolument pas pour qu'on ait plus d'une équipe de l'ACC en finale en playoff, pardon. Et heureusement quand même que c'est pas une année très très forte dans le groupe of five, parce que c'est vraiment un scénario, on aurait pu se dire, en fait, les ACC n'auraient pas mérité tout simplement d'avoir une seule équipe en playoff, quoi. C'est clair. Ils peuvent remercier l'américaine qui se cannibalise semaine après semaine, notamment, et à voir qui va sortir champion cette Atlantic Coast Conference, puisqu'actuellement en ballottage favorable, on a donc Virginia, Pittsburgh et SMU, puisque Georgia Tech a terminé son calendrier hors conférence, de conférence, pardon, puisqu'ils joueront contre Georgia vendredi. Et ils peuvent encore se qualifier, mais du coup ils ont plus du tout leur destin entre leurs mains parce qu'ils ne peuvent plus améliorer leur score de conférence. Miami, qui est peut-être la meilleure équipe finalement de cette ACC, ils ont 2 défaites, donc eux c'est pareil, ils vont devoir espérer que devant ça perd. Ouais non, l'affiche de la SEC va être surprenante. Et déjà à voir le comité s'ils mettent James Madison devant Pitt lors du classement. Et tu vois, un exemple où James Madison remporte sa conférence et devant Pitt au niveau du comité et Pitt gagne, est-ce que du coup il faut monter Pitt devant James Madison ou pas? Il y a peut-être un monde où on a 2 G5, mais j'y crois pas honnêtement. Je pense qu'ils qualifieront quand même le vainqueur de la SEC. Mais ce vainqueur de la SEC aura vraiment des allures de vrai wildcard, quoi. Et puis on va voir, il y a un match quand même hyper important aussi pour la conf, mine de rien, c'est le Clemson South Carolina et également le Georgia Tech Georgia de cette semaine, parce qu'en fait si Georgia éclate Georgia Tech, tout le monde va se dire mais en fait vraiment la conférence pue la merde, quoi. Donc c'est des matchs importants pour les équipes et de manière générale pour la vision qu'on a de la conf. A été convaincant hier, tu vois. Ils ont roulé sur Georgia d'entrée, ils ont très bien géré le match, ils ont une très belle attaque aérienne. Ça, tu vois, ils sont pas ridicules. C'est juste qu'effectivement, il y a des défaites cette saison qui font que ça alourdit le bilan. Mais c'est pas non plus des équipes de merde. C'est juste le problème, c'est que t'as pas d'alpha, et on sait que dans ce genre de conférence, c'est toujours bien d'avoir des alphas bien identifiés et qui ne laissent rien aux autres, quoi. Effectivement. Ryan, un petit avis sur l'ACC ou sur ce Pitt Georgia Tech? T'as tout dit. Moi, si je parle, ils vont encore dire que je suis un hater. Là, ça vient de toi. Ce sont tes mots. T'as dit c'est une conférence qui pue la merde. Ça fait 2 ans qu'on le dit. Ça continue. Mais moi, quand je le dis, on me dit ouais, t'es un hater. Vous, de toute façon, la sec. Donc là, ça vient de toi. C'est parfait. Cette conférence pue la merde, tout simplement. Alors, je mets un petit peu plus les formes, mais voilà. Non, Baptiste, tu peux pas revenir sur ta décision. Je reviens pas sur la décision, je reviens pas sur le fond de ma pensée en disant que. Donc, elle pue la merde, voilà, c'est tout. Restons-en là. Les mots ont un sens, Baptiste. Cette conférence était sauvée par Clemson pendant des années. Pendant trop longtemps. Et maintenant, ils sont en train de la semi-sauver avec Miami. Sauf que vu que Miami pue la merde et choke aussi dans tous les moments importants, bah voilà.
La Mais après, ACT pour vous, mes Georgia amis. Tech, ils ont déjà été tricky, hein. Et il y a déjà eu des débuts de match où ils ont été vraiment mauvais et ils sont sortis à chaque fois. Tu sais, j'ai Wake Forest par exemple et Boston College. Sauf que bah là, la troisième fois qu'ils commencent mal, cette fois-ci, ça y est, le coup près est tombé. Ouais, j'espère surtout pour eux que la semaine prochaine, ils vont pas commencer doucement contre Georgia, parce que Georgia, quand on Ouais. s'approche des playoffs, c'est plus le Georgia du Ah, début ça, d'année qui galère contre des FCS. ça c'est clair. C'est Après, clair. l'année dernière, on se souvient de ce match légendaire entre Georgia et Georgia Tech, donc en espérant qu'on ait un match de ce calibre-là Ouais, qui cette sera saison aussi, mais dans le stade des on a Falcons, rien. malheureusement. Mercedes-Benz Pue la Arena. merde. Ça pue la merde, Ryan. Tu vois, moi, je prends pas les pincettes. Ça pue la merde. Et je suis assez d'accord avec toi. On n'en peut plus des stades Ah ouais, NFL. non, on est d'accord, les trucs sans âme, là. Et puis en plus, c'est Georgia Tech, je crois, qui sacrifie un match à domicile pour ça. Enfin bref, c'est terrible. On part du côté de la Big 12, les gars. Ouais. Utah qui s'est fait très très peur contre Kansas State. Devon Une Denpierre. victoire. Ouais, Devon Denpierre qui sauve la patrie. Heureusement qu'il le gagne ce match-là, mais je pense que tout compte actuellement et notamment la manière dont tu gagnes les matchs. Et je pense que cette victoire va laisser des traces. Et je pense que Utah a quasiment dit au revoir au CFP avec cette victoire complètement à l'arraché face à une équipe de Kansas State qui a joué son va-tout, notamment au sol, où ils sont roulés sur Utah. Maxence ou Ryan, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, si vous l'avez regardé ou pas d'ailleurs? En plus, ils peuvent plus vraiment se qualifier pour la finale de conférence parce que leurs deux défaites, elles sont contre BYU et Texas Tech qui sont devant eux. Ouais, c'est vrai que peut-être que on verra si le comité va sanctionner cette remontée. Alors moi, j'ai vu que la fin de match parce que du coup, on était sur le UCF Le meilleur match Pure du Football week-end. tous les deux. Ouais, voilà. Mais du coup, je me le suis refait en replay et putain, à Kansas State, ils ont paumé le match quand même. Parce que faut dire qu'il y avait 47-35 quand Kansas State marque. Ils tentent une conversion à 2 points pour passer à plus 14 plutôt que plus 13. Et la conversion à 2 points est retournée. Donc c'est un pick-two qui laisse Utah dans le match. Et la fin de match a été très très bien gérée par Utah avec 2 très bons drives et notamment une 4e et 1 donc pour forcer la victoire avec une course de 50 yards de Devon Denpierre qui a vraiment été clutch sur la fin de match. Et un Kansas State qui s'est pris les pieds dans le tapis au moment de fermer la boutique. Le dernier drive de Kansas State, quelle horreur. Avery Johnson, les choix, enfin bref, on en revient toujours pareil avec lui de toute façon. C'était vraiment moche l'interception qu'il lance là. Et Utah s'en sort miraculeusement avec une très grosse performance de son quarterback. Une bonne performance en fin de match de sa défense. Parce que tu peux pas dire que c'était une bonne performance sur l'entièreté du match, mais du coup, tu vois que c'est fragile, quoi. Tu vois que l'ensemble est fragile et que malheureusement, c'est pas une équipe qui peut prétendre à aller en playoff. Même si je kifferais, mais parce que j'aime cette équipe et j'aime beaucoup Devon Denpierre, mais c'est pas les performances que le comité attend. Surtout pour une équipe qui est Ils ont border. bouffé 472 yards au sol. Ouais, mais Joe Jackson, il délire. fait un match de zinzin, il fait 24 portées de 193 yards, il fait big play sur big play quasiment. Il l'aura vraiment roulé dessus et sur la fin de match, c'est dommage. Sur la fin de match, je sais pas pourquoi, t'es en 2e et 8 et tu fais lancer Avery Johnson. Ouais. C'est vrai. Cours! Tes mecs roulent sur Utah depuis le début du match. T'as le drive pour fermer la boutique. Cours! Non, tu fais lancer Avery Johnson qui met pas un pied devant l'autre cette saison. Tu te fais intercepter, bah c'est mérité. Tu perds, c'est mérité. Frauduleux ce programme. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a le haters. C'est vrai qu'on a le haters de Kansas State ici. Frauduleux programme de con, frère. Après, voilà, très content pour Utah. Devon Denpierre a vu la lumière sur ce match-là et moi je suis content. Voilà. On va passer à BYU qui se déplaçait à Cincinnati. On en avait parlé, on en a parlé Maxence, c'était un match piège. Belle performance de BYU qui l'emporte là-bas. Voilà, à une semaine de la fin de saison régulière. Au Centre Tremblay, ouais. À une semaine de la saison régulière, ça commencera à ressembler fort à un Texas Tech BYU pour
la finale de la Big 12, qui, pas vraiment une surprise parce que c'est clairement les deux meilleures équipes de la conf cette année. Hein. Ouais, c'est les deux meilleures équipes de la conf. Birnbach meilleur et surprenant. Franchement, cette saison, on s'attendait pas à cette saison-là du QB freshman numéro 47. Mais il y a un homme dans ce match-là, c'est LJ Martin, hein, 222 yards. Il a été au four et au moulin sur le jeu de course d'une équipe de BYU qui a vraiment eu le contrôle de la cloque sur ce match-là, hein, 40 minutes de possession quasiment. Qui a vraiment contrôlé le match du début à la fin, et une équipe de Cincinnati qui rate un field goal en fin de première mi-temps, qui aurait pu leur permettre d'aller au vestiaire à égalité, et derrière ils n'ont pas réussi à retrouver des drives qui produisent quelque chose, puisqu'ils se font intercepter sur leur premier drive au troisième quart. Derrière, ils se prennent un drive un peu à la Army Navy où BYU fait tourner la cloque et marque un TD, et derrière, t'es forcé de lancer. Et tu trouves pas forcément toujours la mire. Et ouais, non, BYU, c'est solide. Défensivement, c'est une belle équipe. C'est une équipe qui court bien et qui n'a perdu que contre Texas State cette année. Et dans les autres, en fait, j'ai pas souvenir de les avoir vus se faire bousculer en fait dans leurs autres matchs, à part le match contre Utah, parce que match de rivalité un peu spécial. Mais les autres matchs, ils arrivent toujours à les gérer, tu vois. Donc c'est une belle équipe. Est-ce que ça va aller en playoff? Va falloir battre Texas Tech, parce que je pense qu'ils n'iront pas en playoff sinon. Il faudra battre Texas Tech en finale, et j'y crois pas par contre, parce que je pense que Texas Tech est vraiment un cran au-dessus de BYU. Mais voilà, les Cougars gardent le droit de rêver jusqu'au bout. Ce qui est déjà très bien au vu au vu de leur intersaison et notamment leur été, etc. Enfin, je pense que personne n'attendait de ça de BYU. J'étais un des premiers circonspect par rapport à la situation du programme. Et finalement, saison de leur part. C'est clair. Ouais, moi aussi, hein, j'étais pas convaincu, tu vois, de Retzlaff qui se barre. Du coup, en plus, il se barre vraiment à la fin des camps d'été. Enfin, il se barre, t'es mi-août, je crois, quand il se barre, un truc comme ça. Ouais, pas loin, ouais. Donc, puis quand ils annoncent le QB, c'est con, mais tu vois le mec freshman numéro 47, tu sais, c'est qui lui? Il est pas, c'est pas un QB mais tu sais, il porte son équipe, c'est un vrai leader. C'est un gars qui s'arrache au sol, bon, c'est pas un gunslinger, hein, mais dans le jeu de BYU, il fait tourner son attaque, et c'est tout ce qu'on lui demande. Très bien. Ryan, est-ce que tu as d'autres matchs dont tu as envie de parler Non, pas spécialement. Comme je t'ai dit, moi, là, ce week-end, j'étais vraiment focus sur la SEC. Donc, j'ai vraiment. J'ai peut-être mis les yeux sur quelques matchs, mais j'ai pas vu vraiment le match. Donc, tu me connais, j'ai pas envie de dire de conneries. Donc, non. Tout à fait. Maxence, peut-être Illinois qui a perdu du côté de Wisconsin. Petite surprise quand même. Ouais, Wisconsin, ils sont sur. Ça va mieux. Là. Ils ont 2 victoires en 3 matchs là. Ils ont. Ouais. C'est vrai qu'ils ont paumé ils ont perdu contre Indiana, mais bon, ça arrive à tout le monde cette année. Ouais, Wisconsin qui termine bien la saison. Alors, est-ce que c'est le fait que Luke Fickell ait été rassuré sur son avenir malgré la série de défaites ignobles qu'ils ont eues, ou est-ce que c'est parce qu'Illinois est une fraude? Je pense que la réponse se trouve dans les deux. Alors, Illinois, l'équipe était classée trop haut pour moi en début de saison, et n'a pas prouvé leur valeur, honnêtement. À chaque fois qu'ils se sont retrouvés contre des adversaires classés, ils ont perdu. Et là, la défaite contre Wisconsin, je pense que c'est une équipe qui a plus rien à jouer en fin de saison, et qui du coup a peut-être laissé échapper le match. Altmaier n'est pas un mauvais QB, mais il a pas. J'ai pas l'impression qu'il ait progressé cette année, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Illinois, de manière globale, même s'il y avait énormément de joueurs qui revenaient, etc., il y avait toujours quand même des doutes. Ça s'est confirmé sur les gros matchs. Et puis voilà, ils sont tombés contre une équipe de Wisconsin. On avait l'impression que c'était du vintage Wisconsin avec une grosse défense au sol, un gros jeu au sol. C'est marrant. Voilà. C'est dingue hein, quand tu reviens à tes fondamentaux. Faut lui dire à Luc Fickell que Wisconsin, on court. Envoie ton CV pour être coordinateur offensif, sait-on jamais.
Sait-on jamais. Ouais, voilà, après, comme avait dit, c'était Ryan qui disait que des fois, il faut construire sur ce que t'as. Wisconsin, la fin de saison, s'ils arrivent à finir en 5-7, réussir à se dire que allez, pour l'année prochaine, on repart pas avec les mêmes erreurs, à vouloir à tout prix changer l'identité du programme et à en faire une ère raide, puisque c'était le but de Luke Fickell à son arrivée. Après, c'est un programme le passage à l'ère moderne est rude du côté de Wisconsin. Vraiment, si t'as un programme qui a vraiment pas réussi à faire sa transition, putain, c'est les Badgers. Ouais, puis comme tu dis, dans une Big Ten où le niveau Oui. s'est resserré avec l'arrivée des 4 On se programmes bat. de Pac-12, il faut pas louper T'es plus le dans la train en marche. division Ouest là où tout le monde pouvait C'est battre vrai tout que le monde. c'était un petit peu putride. Quelques résultats de matchs de rivalité que j'ai envie de mentionner par-ci par-là. Stanford qui bat Cal, voilà, retour de la Stanford Axe du côté de Palo Alto. On a vu une scène assez marrant avec Andrew Luck qui est actuellement général manager du programme, qui était interviewé en bord de terrain et au moment où l'action se joue, Jay Green, un défenseur de Stanford, récupère le ballon et va marquer un touchdown et passe devant Andrew Luck qui l'encourage. C'était une scène assez sympa à suivre. Voilà, en dehors de ça, voilà, Stanford a dominé Cal, petite surprise quand même au vu des saisons des deux programmes. Mais voilà, Frank Cal Reich qui fait du qui, bon Cal qui freine boulot. sur la Ouais, deuxième ouais, partie de compliqué là saison. sur la fin Ils avaient bien démarré, mais après voilà, QB freshman qui fait pas toujours des matchs très très réguliers et autour, voilà, Cal c'était pas non plus un casting 5 étoiles autour, c'est aussi Puis un programme. avec le départ de tous les running backs du pays, Ouais. Cal pendant Ça l'été, avait bien démarré, mais bon, c'est rentré dans le rang quoi, clairement. très clairement. North Carolina qui perd à domicile contre Duke. Voilà, match de rivalité perdu pour UNC. Voilà, on en discutera, je pense, le moment Pas de opportun, bol, mais il va falloir pas de quand bol, même faut Bill Belichick pas de cette année. ball. On avait des doutes, tous, je pense ici, tous les trois, sur Bill Oui. Belichick à la tête d'un programme universitaire. Je pense que ces doutes se sont confirmés. Donc voilà, à suivre. Mais je pense que je sais pas de quoi son avenir sera fait, mais il faudra prendre une décision rapide parce que j'ai peur quand même que les saisons se suivent et se ressemblent quand même pour UNC dans ces conditions-là. Est-ce que Maxence, tu nous fais un petit C'est pour programme le de ce dont G5. tu vas parler dans le G5 Alors cette semaine-là? ça a pas été un gros week-end en G5 non plus. Globalement, James Madison qui fait une belle victoire. J'ai regardé de la deuxième mi-temps de James Madison face à Washington State. Belle victoire de James Madison 24-20 face à Washington State. Washington State qui a vraiment fait un bon match, mais qui s'est fait tuer sur des big plays de la part de James Madison, notamment du running back Wayne Knight. Et donc James Madison qui est en 10-1. C'est la deuxième saison de suite que les Dukes atteignent le plateau des 10 victoires. Et James Madison a, pour moi, le meilleur dossier du G5 devant les équipes d'American. Pour moi, c'est l'équipe qui doit aller en playoff. Maintenant, le comité, vu comment ils ont classé Tulane, partirait plutôt sur Tulane. Mais voilà, James Madison, belle victoire face à Washington State, qui a été résilient, notamment en défense, et qui a trouvé deux big plays, grosso modo, pour faire la différence et l'emporter. Tulane du coup qui est donc en American, puisque c'est les deux conférences, c'est vraiment dans les deux dernières conférences où peut avoir une équipe de playoff qui émerge. En American, on va donc avoir une lutte à 3 pour la finale entre North Texas, qui a été exceptionnel encore une fois avec un Drew Mestemaker qui a délivré et un receveur à presque 300 yards à la réception, Wyatt Young, qui ont gagné contre Rice. Tulane, du coup, c'est entre North Texas, Tulane et Navy pour les deux places en finale d'American. Il y a la Mountain West aussi à ne pas oublier avec San Diego State qui continue dans sa recette habituelle de très très grosse défense et très gros running game parce qu'ils ont un des pires QB du groupe of 5, honnêtement, des Négales. Ils ont un QB qui est horrible, mais ils l'ont bien compris. Ils le font lancer le moins possible et ils ont une défense qui est vraiment très solide pour le coup. Donc à voir si San Diego State profite, on va dire, d'un éventuel chaos devant pour s'inviter, mais j'y crois pas trop.
Donc voilà, après ça n'a pas été une semaine avec C'est encore beaucoup de c'est vraiment très rebondissements. ouvert là. Ouais, c'est très pour la ouvert. place. Globalement, ça se joue entre North Texas, Tulane, Navy, James Madison et San Diego State. C'est une de ces 5 équipes qui ira en playoff. Très bien, très bien. Voilà. Et North Texas, ça m'a un peu saoulé par contre, j'ai regardé un peu le replay et tout, ça m'a un peu saoulé les commentateurs de ESPN qui passaient leur temps à se dire mais où va donc entraîner Maurice l'année prochaine? Mais où va donc jouer Mestemaker l'année prochaine? Mais où va donc jouer Caleb Hawkins l'année prochaine? Mais où va donc jouer... Putain, ils étaient là, tous les mecs de North Texas, ils sont sur le marché les gars. Après c'est le jeu maintenant avec le portail des transferts, c'est sûr. Mais du coup, c'est ça, gros. C'est que c'est le jeu. Ils savent que ça fait parler. C'est con, hein, mais ça permet aussi de meubler. Mais et puis bon, ESPN, ils sont là. Putain, profiter de ce que North Texas est en train de produire. Tu vois, commencez pas à faire des tirs sur la comète en se disant oh là là. Ces gens-là, ils en ont rien à foutre, Maxence. Ouais, bien sûr, non, c'est sûr, Ils en ont quelque chose à foutre. Juste si c'est une belle darling, s'il y a une possibilité de playoff ou ce genre de choses, là, t'inquiète pas que tout le monde va sucer le petit pousset et dire que c'est une histoire merveilleuse. Mais la vérité, c'est qu'ils s'en tapent. Qu'ils s'en tapent. Et enfin pendant le Harvard Yale là, de samedi, ils ont carrément passé le top 12 du college football playoff. Enfin, bref, rien à péter. Enfin, je veux dire, ils sont, je veux dire, les deux commentateurs se sont retrouvés un peu cons en devant parler de ça. Enfin, sauf que bon, voilà. Enfin, nous, bref. C'est ESPN avec voilà son envie d'en parler tout le temps, tout doit revenir sur ce fameux. Voilà, si vous êtes une équipe de sec, allez faire votre marché du côté de Denton. Apparemment, ça va être les soldes de début décembre. Voilà. Notamment au poste de QB, il y aura peut-être un bon plan à récupérer effectivement. Et puis même Caleb Hawkins, le running back qui est vraiment fort. Et il va revenir, il va revenir en Oklahoma, je le sens, Et pas se tromper de couleur, bien évidemment. Voilà, mais voilà, j'en détaillerai un peu plus sur le podcast Group of Five, mais voilà, c'était une avant-dernière semaine où il n'y a pas vraiment où les équipes qu'on attend pour se disputer la place en playoff n'ont pas chuté. Il y a c'est un statu quo, globalement statu quo chez tout le monde, et il y a juste James Madison qui a tamponné une victoire sympathique contre Washington State. Après, c'est pas non plus voilà, mais voilà. S'ils avaient perdu contre Washington State, ils auraient été écartés de la course. Donc c'est bien qu'ils aient gagné. Très bien. Ryan Maxence, merci. Je crois qu'on a fait un tour global de cette semaine qui était un petit peu plus light, mais il faut bien respirer quand même avant Rivalry Week qui arrive très très bientôt, avec des matchs dès le jeudi soir et voilà, le feu d'artifice notamment le vendredi et le samedi. Enfin, ça commence dès le mardi soir, hein. On aura des matchs tous les mardi soir. On a des matchs aussi. Il me semblait que c'était que à partir de mercredi. Ok. Attends, je regarde. Il me semblait que Rivalry Week, il me semble que c'est un petit peu décalé, que t'as plus des matchs le mardi, mais si, il y a un match, il y a un match vendredi, il y a un match mardi soir. Il y aura un peu de action pour commencer et après ça s'enchaînera. C'est jeudi soir qu'il y a. Si, il y aura un match dans la nuit de jeudi. Il y a un match, mais il y a plus l'Egg Bowl là qui refuse la confrontation avec la NFL, ce qu'on peut comprendre. Mais du coup, on a, comme tu dis, on a un super programme dès vendredi soir. On a une vraie journée de college football en fait. Hein, ça commencera à 18h. De toute façon, on se reverra bien évidemment le vendredi à 17h pour le 1-2-6. Voilà. Merci à Ryan, merci Maxence pour votre présence et vos connaissances bien affûtées, notamment en sec et dans le Group of Five. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Puis nous, on se retrouve bientôt pour l'épisode débrief du Group of Five, l'épisode débrief de l'Ivy League et pour 1-2-6 et vendredi et samedi, un gros programme cette semaine. Salut tout le monde. Ciao tout le monde.